Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excel One Click. Alors avant de commencer le sujet du jour, j'aimerais faire un petit commentaire sur les raisons pour lesquelles je propose cette rubrique « Comment se faire aider de l'intelligence artificielle ». J'ai reçu dans une vidéo précédente un commentaire disant que Copilot était plus précis que ChatGPT. Alors Copilot étant lié à Microsoft, c'est sans doute possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que Copilot n'est pas accessible à tout le monde, contrairement à ChatGPT. L'objectif des vidéos que je propose est purement pédagogique, c'est comprendre le code VBA, comment il s'articule, et puis développer un esprit critique en analysant ce code qui peut provenir de différentes sources, de sites internet ou d'intelligence artificielle, afin de pouvoir le compléter, le corriger pour le rendre encore plus robuste et efficace. Voilà, c'était le petit message que je voulais faire passer. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de continuer à demander à ChatGPT de nous développer des petites fonctions pour analyser et comprendre le code généré par l'IA pour éventuellement le compléter, voire le corriger. J'ai demandé à ChatGPT de développer une petite fonction qui puisse nous charger dans une variable de type variant une table de données localisée dans un fichier Excel fermé, avec en option la possibilité d'un chargement partiel de la table en définissant la première ligne de données et le nombre de lignes à charger dans la variable. Donc charger soit une table complète, soit une table partielle, principalement pour les grosses bases de données. Alors pour rappel, je vous explique ici comment nous allons articuler notre base de données Excel et notre projet VBA pour pouvoir dialoguer donc avec un fichier Excel distant fermé à l'aide de la bibliothèque ADODB. Donc ADODB pour ActiveX Data Objects Database. ADODB est une bibliothèque de Microsoft permettant aux applications de se connecter et d'interagir avec des bases de données, y compris des fichiers Excel, SQL Server, Access et d'autres sources de données compatibles au LEDB. Alors elle est souvent utilisée dans VBA pour faciliter l'accès aux données externes sans avoir besoin d'ouvrir directement les fichiers Excel, ce qui peut accélérer les processus d'importation, d'exportation et de mise à jour des données. Dans la convention des fonctions Excel One Click, le répertoire principal a souvent pour nom application. Il a pour argument P à string et fait référence à la variable publique pass. Dans ce répertoire principal, on trouve le projet VBA This Workbook. Le répertoire principal a une adresse relative par rapport au projet VBA et aura le nom de thisworkbook.pass, ce qui va faciliter l'implémentation de cette application sur n'importe quel serveur distant de votre machine. Alors, optionnellement, des sous-répertoires qui auront pour argument mfold à string et qui feront référence à la variable myfolder. Optionnellement également, des sous-répertoires qui auront pour argument sfold à string et qui feront référence à la variable mysubfolder. Le fichier source pour la lecture, qui a pour argument ff à string, fait référence à la variable filefrom. Ou bien le fichier de destination pour l'écriture, qui a pour argument ft, lui, fait référence à la variable file2. Dans ce fichier, la feuille source pour la lecture, qui a pour argument wsf à string, fait référence à la variable sheetfrom. Ou bien la feuille de destination pour l'écriture, qui a pour argument wst à string, fait référence à la variable sheet2. La ligne des noms de champs sera stockée dans une variable tableau headerTab. Le nom de champ de la clé primaire, lui, fait référence à la variable string headpk. Le tableau de données fait référence à la variable tableau datatable qui est de type variant. Et la clé primaire, elle, fait référence à la variable string pk, donc pk pour primary key. Dans le start model Excel One Click et sa suite de fonctions, toutes ces variables sont publiques. Dans les fonctions que nous allons développer ensemble, je déclare toutes ces variables. Mais si vous utilisez le Start Model Excel One Click, il ne sera pas nécessaire de déclarer ces variables. Alors réfléchissons bien comment rédiger ce prompt. Pour rédiger un prompt efficace pour charger dans une variable tableau une base de données partielle ou complète, voici les éléments que l'on va devoir prendre en compte. Alors l'emplacement de la table. Cette table se trouve dans une feuille de calcul spécifique. Il est donc important de spécifier le nom de la feuille de travail. Et pour cela, j'utilise la variable sheetFrom. L'emplacement du fichier. Cette feuille de travail appartient à un fichier Excel fermé dont il faut également préciser le nom du fichier. Et pour ça, j'utilise la variable FileFrom. Le chemin d'accès. Pour assurer que le fichier soit trouvé facilement,
il est idéal d'utiliser un chemin d'accès relatif. Cela signifie structurer le projet VBA en un répertoire principal, et pour ça j'utilise la variable pass, dans lequel on peut regrouper le projet VBA, donc this workbook, un sous-répertoire optionnel, pour ça j'utilise la variable myFolder, et puis des sous-répertoires également optionnels, et pour ça j'utilise la variable mySubfolder. Donc la base de données peut être localisée dans le répertoire parent du projet VBA, il peut être localisé dans un sous-répertoire du chemin parent, voire un sous-répertoire du chemin parent. Ensuite, il faudra définir le point de départ du chargement. Alors, une variable que j'appelle recN pour record number, et puis définir le nombre de lignes à charger, une variable que j'ai appelée nrec, donc number of records. Ce plan garantit une organisation claire et facilite l'accès aux fichiers dans le cadre du projet VBA, surtout si les fichiers sont stockés dans des sous-répertoires, voire des sous-répertoires. Alors, je vais donner ce prompt. Peux-tu me développer une fonction VBA qui puisse charger dans une variable de type variant à 2 dimensions une table de données d'un fichier Excel fermé avec la méthode ADODB. La première dimension de la variable, les indices de champ, la deuxième dimension, les indices d'enregistrement. Les arguments de la fonction P à string, le chemin parent du projet VBA, FF à string, le nom du fichier Excel qui contient la table de données, WSF à string, le nom de la feuille de travail qui contient la table de données, mfold à string optionnel, le nom du sous-répertoire du chemin parent, sfold à string optionnel, le nom du sous-répertoire du chemin parent, recN, l'indice d'enregistrement start de l'objet recordSet, nrec optionnel, le nombre d'enregistrements du recordSet à prendre en compte. ChatGPT développe toujours une fonction avec un préfixe x1c, suivant ma convention, avec un nom explicite, x1c load data table. Bon, la fonction XLRunClick que j'ai développée il y a quelques années déjà s'appelle x1c load data tab SQL. Donc fonction x1c load data table. Alors voyons ce que ChatGPT nous développe. P à string pour le chemin parent, FF à string pour le fichier source, file from, WSF à string pour la feuille source, sheet from. Je lui avais demandé ensuite les arguments optionnels répertoire et sous-répertoire. Bon, il définit l'argument recN as long. Oui, alors là j'ai fait une erreur dans mon prompt, j'ai oublié de lui demander que je souhaitais que cet argument soit optionnel. Du coup, comme il n'est pas optionnel, il le place avant les arguments que j'ai définis comme optionnels. Mon idée de départ était de définir cet argument recN optionnel comme indice d'enregistrement de la table à partir duquel il commencera le record set. Ensuite, il nous fait optional nrec as long égale -1. Il définit ici un argument optionnel qui définit le nombre d'enregistrements à charger et le force à -1 s'il n'est pas défini dans l'appel de la fonction. Ensuite, optional mfold à string égale une chaîne de caractères vide, donc un sous-répertoire, ça c'est bien. Optional sfold à string égale une chaîne de caractères vide, un sous-répertoire, alors c'est parfait. Mais ce que j'aurais voulu, c'est qu'il me place ces deux derniers arguments devant recN et nrec, de telle façon que si ces arguments sont omis dans l'appel de la fonction, eh bien que la fonction puisse charger l'ensemble de la table de données. Donc voyez l'importance d'être précis dans l'énoncé du prompt. Bon, on tiendra compte de cela tout à l'heure dans la correction. Donc on continue. Déclaration des variables. dimcon, CO2n, as object pour l'objet connexion ADODB. dimrs as object pour l'objet recordSet ADODB. Bon, là encore, il déclare les objets avec la liaison retardée ou LED binding. Alors je le répète, mais utiliser la liaison anticipée permet des applications plus fluides et cela donne accès à l'aide dynamique, ce qui est quand même plus pratique pour obtenir la syntaxe du code des méthodes qui sont liées à ces objets. Ensuite, dimconstring as string, une chaîne de caractères pour la chaîne de connexion. dimfilepath as string, une chaîne de caractères pour l'adresse complète du fichier. dimdataArray as variant, un tableau pour la table de données que l'on va charger. dim i as long, j as long, donc deux variables de boucle i et j. Alors dans la correction, on remplacera i et j par r et c, donc r pour identifier les lignes, row, et puis c pour identifier les colonnes ou les champs. Ensuite,
dim field count as long, record count as long, donc deux variables entières pour le nombre de champs et le nombre d'enregistrements. Ensuite, en commentaire, il nous met construction du chemin complet du fichier. Donc, filepath égale P. If mfold différent de rien, alors filepath égale filepath et il concatène avec mfold, donc avec un répertoire. If sfold différent de rien, then filepath égale filepath, donc il va concaténer donc, avec un sous-répertoire. Et puis, il finit avec filepath égale filepath et il concatène avec le nom du fichier source. Bon, ici, il construit la chaîne de caractères qui va définir le chemin du fichier en tenant compte des variables optionnelles pour les répertoires et sous-répertoires. Ensuite, chaîne de connexion ADODB. Alors, constring égale provider égale microsoft.ace.oledb 12.0. Donc ça, c'est le fournisseur. Data source égale filepath, donc le fichier source. Extended Properties égale Excel 12.0 XML, donc ça c'est pour le fichier Excel, et HDR égale yes, donc sachant que dans notre base de données, on a une ligne de titre. Construction donc de la chaîne de connexion. Alors rappelez-vous, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos sur les requêtes SQL, on peut par prudence, quand on cherche à lire ou charger des données d'un fichier Excel fermé, définir une chaîne de connexion qui soit en lecture seule avec le mode IMEX égale 1. La façon dont c'est défini ici va fonctionner, mais nous tiendrons compte du mode IMEX égale 1 dans la correction. Cela fait partie de la rigueur que l'on doit s'imposer pour développer du code robuste. Alors on continue. OnError, goTo, ERR handler, donc ça définit un saut vers une balise en cas d'erreur. Ensuite en commentaire, il nous met création et ouverture de la connexion, donc il fait set con égale createObject, entre parenthèses, entre guillemets, adodb.connection. Donc là, il va créer la connexion. Et ensuite, il ouvre la connexion en faisant con.open, et puis constring, la chaîne de connexion qu'on a définie plus haut. Ouverture du record set pour la table entière. Donc, il fait set rs égale createObject, entre parenthèses, entre guillemets, adodb.recordset. Donc, c'est la création du record set. Ensuite, rs open select from WSF, virgule, alors la con, la chaîne de connexion, 1,1. Donc, ouverture du record set avec la commande select pour lecture à partir de la feuille de travail et de la chaîne de connexion, 1,1. Alors, le premier 1, c'est add open keyset. Alors, vous allez me dire, c'est quoi add open keyset? Eh bien, add open keyset est une constante de l'objet record set dans ADODB qui contrôle le type de curseur utilisé pour parcourir les enregistrements dans une base de données. Et puis le deuxième 1, eh bien, c'est add lock read only pour lecture seule. Définition du nombre de champs et enregistrements à charger. Donc il fait fieldCount égale rs.fields.count. Donc ça c'est bien. On va avoir dans fields.count le nombre de champs qu'on a dans notre base de données. Si nrec n'est pas défini, on a vu que nrec était forcé à -1. Dans ce cas, il faut charger tous les enregistrements à partir du point de départ qu'on aura défini avec l'argument recN. Alors je rappelle recN pour record number. Donc, if nrec ou number of record égale -1, then, alors, rs move last. Donc on va se déplacer jusqu'en bas de notre base de données. Dans ce cas, on va se déplacer donc vers le dernier enregistrement du record set et compter le nombre d'enregistrements du record set que l'on va soustraire à la position de départ correspondante à l'argument recN. Je rappelle recN pour record number. Donc, record count égale rs.recordCount moins recN. Ensuite, il fait rs move first, donc on remonte à la première ligne, puis on va remonter le curseur donc au premier enregistrement. Else, record count égale nrec. Si nrec est défini, eh bien le nombre d'enregistrements à charger est égal à nrec. Et puis, on va retrouver le ndiff. Alors, on continue. Il nous met en commentaire dimensionnement de data array selon le nombre de champs et enregistrements. Donc, il fait redim, data array, donc 1 to field counts pour le nombre de champs et 1 to record count pour le nombre d'enregistrements. Alors, vous remarquerez qu'un record set est défini colonne ligne et non ligne colonne comme pour un champ d'un tableau Excel. Ensuite, il nous met en commentaire positionne l'index de départ.
if rec n supérieur à 0, then rs move rec n-1. Donc on va initialiser le record set à l'enregistrement de départ que l'on souhaite. Chargement des données dans data array. Donc i égale 1, c'est la position de départ du record set. Dans la correction, mais on remplacera i par r pour ligne, row ou record, comme vous voulez. Ensuite, do until rs.eof or i supérieur à record count. Donc faire tant que l'on n'a pas atteint la fin du record set, EOF, c'est end of file, ou que i n'est pas supérieur au nombre d'enregistrements. For j égale 1 to fill count. Donc une boucle imbriquée du premier au dernier champ de données de l'enregistrement en scrutation. Data array j,i égale rsField j-1.value, la variable tableau de type variant data array, donc champ enregistrement, le champ de l'indice du record set en scrutation. Next j, donc ça va être le champ suivant, pour faire tourner la boucle sur tous les champs de l'indice du record set en scrutation. Ensuite, rs move next, donc enregistrement suivant, donc i égale i plus 1, et on incrémentera donc i. Et loop, ce sera le marqueur de fin de boucle de la boucle do while pour passer à l'enregistrement suivant. Oh, alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Alors bien sûr, ça va marcher, mais on verra que l'on peut faire plus simple en utilisant la méthode recordSetGetRows avec les arguments rows et start qui éviteront de programmer ces boucles imbriquées. Ensuite, il nous met en commentaire « Retourne le tableau de données », donc x1c load data table égale data array. Il affecte à notre fonction le tableau data array qui vient de charger. Donc ensuite, on retrouve une balise cleanup, fermeture des objets ADODB. Donc if not rs is nothing, then rs.close. Si le record set est ouvert, on va le fermer. If not con is nothing, then con.close. Si la connexion est ouverte, on va la fermer. Ensuite, on va libérer la mémoire avec setRs égale nothing, setCon égale nothing, et puis exit function. Ensuite, on a la balise ERR handler, si on rencontre une erreur dans le programme. Donc, gestion des erreurs. Donc, la fonction va nous retourner une erreur avec CVERR, entre parenthèses, XL error value. Et puis, resume cleanup. On va remonter à la balise cleanup pour fermer le record set, fermer la connexion et puis libérer la mémoire. Et puis on retrouvera le n fonction. Bon, alors je vais changer le nom de la fonction, je vais l'appeler x1c load data tab. On va simplifier en remplaçant asstring par le $, et puis aslong par le et commercial. Je vais intervertir les arguments optionnels mfold et sfold avec recn et nrec pour simplifier l'appel de la fonction lorsque l'on souhaitera charger toute la table de données, ce qui est très courant. Les arguments recn et nrec seront utilisés essentiellement pour les grosses bases de données. Donc déclaration des variables, ça c'est bon. Construction du chemin complet du fichier, ça c'est bon. Chaîne de connexion ADODB. Alors on pourrait ajouter imex égale 1 derrière yes pour définir une chaîne de caractères en lecture seule. Donc derrière yes, on met point virgule, imex égale 1. On error goto ERHandler, création et ouverture de la connexion, ça c'est bon. Ouverture du record set de la table entière, ça c'est bon. Là, nous allons utiliser la méthode recordset.getRows avec ces deux arguments rows et start pour éviter de développer les boucles imbriquées que l'on a vues précédemment. Donc, déplace l'index de départ. Donc, if rec n supérieur à 0, then rs.move rec n-1. Charger le nombre d'enregistrements spécifiés avec getRows, donc if nrec égale -1, then data array égale rs.getRows, ouvrez fermez la parenthèse, donc charge tous les enregistrements restants. Sinon, data array égale rs.getRows, entre parenthèses, nrec, et charge le nombre d'enregistrements spécifiés, et puis on va retrouver notre ndiff. Voilà, on continue, retourne le tableau de données, ça c'est bon, cleanup, ça c'est bon, ERR handler, ça c'est bon, puis on va retrouver notre n fonction. Bon, nous allons développer maintenant la procédure qui va faire appel à notre fonction. Donc, on va déclarer une procédure que je vais appeler subtraining underscore x1c load data table. Déclaration des variables. Donc, je vous affiche le pop-up qui va permettre de définir et charger les arguments qui nous seront utiles pour faire appel à la fonction.
Donc dim pass à string, c'est le chemin parent du projet VBA. Dim file from à string, c'est le nom du fichier Excel, donc la base de données. Dim sheet from a string, c'est le nom de la feuille de travail contenant le tableau de données. Dim my folder a string, c'est le nom du sous-répertoire du chemin parent. Dim my subfolder a string, c'est le nom du sous-répertoire du chemin parent. Dim data table as variant, c'est le tableau de données à importer. Alors là, je définis toutes les variables, sachant que si vous utilisez le start model, eh bien, vous n'aurez pas besoin de les définir, sachant qu'elles sont publiques. Ensuite, dim R as integer, C as integer, myrec as string, donc R pour enregistrement, C pour champ et myrec pour affichage dans la fenêtre d'exécution donc de notre table de données. Attribution des variables. Pass égale userbook.pass, file from égale videoformation.xlsx, sheet from égale data, myfolder égale training, mysubfolder égale SQL. Ensuite, appel de la fonction x1c load datatab, donc datatab égale x1c load datatab. Ouvrez la parenthèse pour afficher le pop-up. Premier argument P à string, ça va être pass. Deuxième argument FF à string, ça va être file from. Troisième argument WSF à string, ça va être sheet from. Quatrième argument mfold à string, ça va être myfolder. Cinquième argument mfold à string, ça va être mysubfolder. Virgule, et puis 3, bien, ça va être l'enregistrement de départ. On va prendre le troisième enregistrement, puis on va mettre pour exemple, puis virgule 5 pour charger donc 5 enregistrements à partir de l'enregistrement numéro 3. Voilà. Ensuite, bien, on va retourner le tableau dans la fenêtre d'exécution pour voir si notre fonction elle marche bien. On va faire for R égale lbond datatab,2 to ubond datatab,2. C'est-à-dire du plus petit enregistrement jusqu'au plus grand enregistrement qu'on a chargé dans notre variable datatable. Myrec égale chaîne de caractères vide. On va faire forcer égale lbond datatab,1 to ubond datatab,1, donc du plus petit indice de champ au plus grand indice de champ. Myrec égale myrec, et on va concaténer avec datatable, donc le champ, virgule, l'enregistrement, et on concatène avec un espace. On va faire next C, et puis on va faire debug.print myrec. Donc on va afficher dans la fenêtre d'exécution le premier enregistrement. Ensuite on va faire next R pour passer au suivant, et puis ainsi de suite. Donc on va dans la fenêtre d'exécution afficher tous les enregistrements du record set qu'on a chargé dans notre variable datatable. Donc pour voir si tout ça fonctionne bien, eh bien on va lancer notre procédure et puis regarder si tout fonctionne bien. Donc, dans mon répertoire application ici, j'ai un sous-répertoire qui s'appelle training. Et dans ce répertoire training, j'ai un sous-répertoire qui s'appelle SQL. Dans ce sous-répertoire, j'ai un fichier Excel, notre base de données, qui s'appelle videoformation.xlsx. Si j'ouvre notre base de données, eh bien, on va retrouver donc toute notre base de données. Donc, on va importer de l'enregistrement 3, les 5 suivants, jusqu'à l'enregistrement 7. Voilà. Donc je vais fermer, je vais retourner dans Visual Basic, dans ma fonction x1c load data table, et je vais lancer ma procédure qui va faire appel à ma fonction avec le petit triangle vert, et on va voir qu'en une fraction de seconde, eh bien effectivement, on a importé donc les 5 enregistrements de l'enregistrement 3 jusqu'à l'enregistrement 7. Vous voyez la rapidité, donc ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo sur comment se faire aider de ChatGPT pour développer en VBA. Alors j'en ai profité pour faire un petit rappel sur la méthode ADODB et les requêtes SQL, en particulier la méthode recordset.getRows. J'espère que cela vous a permis d'apprendre des choses nouvelles. Pour vous faire aider de ChatGPT, soignez la rédaction du prompt, n'hésitez pas à lui donner tous les éléments que vous jugez nécessaires. Plus vous serez précis et moins vous aurez à faire de corrections dans le code généré par ChatGPT. Alors si vous trouvez un intérêt dans ces petites vidéos que j'essaie de faire toujours pédagogiques et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, c'est un peu ce qui me motive, eh bien je vous laisse le lien Tipeee Click dans la description. Vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. En attendant, portez-vous bien. Et puis, si vous êtes toujours Visual Basic, eh bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.